Jusqu'à présent, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça. On est né avec, on fonctionne avec, point barre. Je savais pas ce que c'était. Je trouve que c'est tellement tabou, je trouve que c'est tellement jugé comme sale et comme dégoûtant, pas normal, alors que justement c'est un truc qui est complètement normal. J'ai pas de règles, déjà. Donc c'est juste ce que j'en vois, du coup, mon rapport. Ma sœur, ma mère elle a plus, donc pas vraiment. C'est naturel. J'aimerais que tout le monde réfléchisse à cette chose qui est donc tout à fait naturelle, que sans ça on ne serait pas là, que ça touche quand même la moitié de la planète et que finalement moi en tant qu'Européenne j'ai quand même du bol. Quand j'ai eu mes premières règles, au début je savais même pas ce que c'était. Ma maman m'a offert un bouquet de fleurs puisque je devenais une femme. Elle m'a expliqué que c'était les règles. Et j'ai juste pleuré parce que je me suis dit, je suis pas prête. Parce que pour moi, c'était un truc hyper compliqué à gérer, il fallait s'organiser, il y avait toujours le risque d'avoir une tache, que je savais que ça faisait mal au ventre. On est assez ouvert d'esprit, donc il n'y a pas de tabou chez nous, mais dans certaines cultures, c'est par rapport à l'éducation, je suppose, de la personne. Si toute sa vie on lui a dit que c'était quelque chose d'impur, forcément, il va aussi inculquer ça aux autres, à ses enfants, à son entourage. Je suis issue d'une famille de filles. Alors, il y a zéro tabou. Ma mère m'avait expliqué, mes sœurs aussi, sachant que je suis la plus petite. De toute façon, je voyais mes sœurs avec... elles me disaient qu'elles avaient mal au ventre. C'était assez naturel, c'était dans la famille, comme ça. Donc, j'ai eu mes règles, point. Ça, c'est... Voilà. Ma mère m'a donné les protections qu'il fallait, basta. C'était cool. Ouais. Dès que j'ai eu mes premières règles, ma mère m'a parlé, m'a expliqué ce que c'est, comment je dois me comporter, surtout sur le plan hygiénique. Mon père n'en a jamais parlé. Je n'ai jamais parlé règles avec mon père. Les règles dans mon pays, dans ma société, c'est une histoire de femme et on n'en parle pas. Même les serviettes hygiéniques, c'est un truc qu'on cache. Quand tu vas les acheter, tu les mets au fond de ton panier et tu demandes, si tu n'as pas de panier, tu demandes qu'on emballe très 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 bien. Et c'était vraiment une honte et tu faisais tout quand tu avais tes règles pour qu'on ne le sache pas du tout. Personne ne doit savoir que tu as tes règles. Et si tu avais le malheur de te tacher, aïe, c'était très très grave. Je viens de l'Équateur, donc on a quand même accès aux serviettes hygiéniques, tout ça. Mais je pense que c'est pas partout dans mon pays qu'on a accès à ça, en fait. Donc ici, je pense que c'est plus facile d'en avoir. On en parle beaucoup plus des menstruations depuis qu'on est jeune. J'ai fait l'école française. Je sais qu'on a eu ces cours depuis que je suis jeune. Mais dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'accès à l'Internet, par exemple, où il n'y a pas vraiment une éducation sur ça, je pense que ça pose problème. Et même pour savoir comment s'en servir d'une serviette, d'un tampon, comment ça marche les menstruations, en fait, je pense qu'il y a des endroits où ça ne touche pas, en fait. Je pense que cet accès à l'éducation m'a permis de penser plus loin de qu'est-ce que c'est la menstruation, qu'est-ce que ça signifie, aussi d'en parler aux hommes, parce que les hommes qui m'entourent, en fait, ils sont pas au courant de ce qui est vraiment tout ce qui tourne autour des règles, en fait. Il y a plusieurs acteurs qui influencent ces perceptions. Ce n'est pas seulement les femmes, ce sont les hommes à l'école. Quand une fille se tâche, c'est les garçons qui vont lui commencer à embêter. C'est les mères qui disent que les menstruations doivent être cachées au père, aux frères. Donc, c'est quelque chose qui est commun, en fait. Et ce qui me choque encore, c'est de savoir que parfois, ces savoirs scientifiques se basent encore sur des préjugés populaires et que les jeunes filles grandissent avec ça, en fait, avec la honte, avec
avec peur d'en avoir les règles et avec ce sentiment parfois de ne pas vouloir être une fille, d'avoir les avantages qu'ont les hommes, alors que je pense que les menstruations, comme plusieurs auteurs l'ont dit, c'est un signe d'appartenance commune. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir honte. Le gouvernement devrait vraiment donner une importance parce qu'au final, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à des serviettes hygiéniques. Il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause des traditions du tabou menstruel. Si le tabou existe, si le tabou persiste, et c'est parce que l'homme a peur d'une femme qui a un certain pouvoir que l'homme ne l'a pas. Donc ça menace un peu la lignée des hommes parce que c'est la femme qui peut mettre au monde des enfants. D'ailleurs, je sais que dans une communauté chez les Rungus, s'il n'existe pas un tabou menstruel, c'est parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre hommes et femmes en fait. Il n'y a pas de hiérarchie, donc il n'y a pas besoin de mettre la femme de côté. Et la femme assume les mêmes rôles que l'homme. Par rapport aux menstruations, on a mené certains combats de lobby. D'une part, la baisse de la TVA. Donc, il y avait une TVA à 21% sur les protections hygiéniques. Donc, un peu comme si c'était un produit de luxe, alors qu'on est quand même, j'espère, tous d'accord pour dire que les protections hygiéniques, c'est un produit de première nécessité. Donc, en Belgique, le taux qui est applicable pour les produits de première nécessité, c'est 6%. C'est un produit qui est utilisé par les femmes en 40 ans dans leur vie, c'est un sacré budget, donc pour nous c'était vraiment un combat important, donc on s'est associé à Belge et Culotté et on a réussi à obtenir la baisse de la TVA fin 2017, donc la TVA est passée à 6%. Et puis un autre aspect lobby dans le dossier des protections hygiéniques, c'est la composition, c'est l'étiquetage. Aujourd'hui, il n'y a aucune règle qui oblige les fabricants à indiquer la composition de leurs produits. C'est pas prévu au niveau européen, il n'y a pas d'obligation légale, donc c'est vraiment un peu au bon vouloir des fabricants. On se demande un peu pourquoi il n'y a pas d'obligation, parce que pour toute une série d'autres produits d'hygiène, il y a une liste des ingrédients qui est obligatoire, donc peut-être qu'il y a quand même un secteur là derrière qui n'a pas envie d'être très transparent. On a trouvé certaines traces de substances dans les protections hygiéniques, mais en très faible quantité. Après, il y a certaines protections dans lesquelles on ne les a pas trouvées, donc il est possible de le faire sans qu'on trouve ce type de résidus. Donc pour nous, il y a vraiment quelque chose à faire là pour encourager les fabricants à adapter leur processus de fabrication et de production pour que les consommatrices aient un produit qui soit vraiment exempt de toute substance. Les consommatrices qui achètent des produits bio et qui parfois y mettent le prix ne s'attendent vraiment pas à retrouver ce type de substance dans leur protection, d'où notre devoir de les informer correctement sur la présence des substances qu'on retrouve dans tous les produits qu'on a achetés sur le marché pour qu'elles puissent choisir en connaissance de cause. Je pense que les marques ont compris qu'il y avait une demande et un intérêt de la part des consommatrices d'être correctement informées sur leurs produits. Donc ça, c'est un effet direct en fait d'une mobilisation qui vient d'organisations de consommateurs ou de certaines militantes. On a des réactions de la part de fabricants. Il y avait la question de traces de résidus de pesticides, mais il y a aussi eu, par exemple, des tampons qui perdaient des fibres au moment du retrait, où là, ça peut aussi avoir des conséquences néfastes sur la santé. Et effectivement, les fabricants ont réagi et ont modifié la composition de leurs produits. Après, on doit réeffectuer des tests plus tard pour vérifier si effectivement ça a bien été fait. C'est à chaque fois un budget, il faut chaque fois un peu de temps. Donc
Tant que nos tests n'ont pas montré que le problème était concrètement réglé, on va continuer à conseiller aux consommatrices d'éviter ce type de produit. Plus cher ne veut pas toujours dire meilleur. Dans le test qu'on avait réalisé en 2016, notre produit maître achat, donc c'est meilleur rapport qualité-prix, c'était un produit d'une marque distributeur qui était vraiment bon marché. Et donc il ne faut franchement pas se ruiner pour acheter de bonnes protections hygiéniques. Si tout le monde était réglé, est-ce que les choses seraient différentes ? Je pense que poser la question, c'est y répondre. J'ai pas été hyper informée, c'est plutôt moi qui ai fait mes recherches, qui me suis intéressée, et j'étais pas trop au courant de cette histoire de choc toxique. Je l'ai découvert récemment. Je trouve ça un peu choquant que les règles se soient si mal gérées, que peu importe ce que tu décides d'utiliser comme protection, y a une couille quelque part, quoi. Puisque si tu utilises un tampon, il y a le choc toxique, ça pollue. Pareil pour la cup, ça pollue pas, mais il y a toujours le risque de choc toxique. Les serviettes hygiéniques, pareil, c'est les produits avec lesquels elles sont faites sont pas hyper clean, donc c'est pas top non plus. Les serviettes lavables, à la limite, ce serait le bon truc à faire, mais ça coûte une blinde. Enfin, il y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution, en fait. Nous interrompons le programme pour vous emmener dans un voyage menstruel à travers le monde. De la Russie au Brésil, des États-Unis à l'Australie, un méli-mélo d'informations sans tabou. On commence tout de suite par le syndrome du choc toxique. Cette maladie infectieuse, rare, aiguë et potentiellement létale. Elle est causée par une toxine bactérienne qui pénètre dans la circulation sanguine à la suite d'une infection par un agent pathogène. Rappelons que les tampons et coupes menstruelles ne doivent pas être portés plus de 4 heures d'affilée. Ils doivent être changés régulièrement. Il est préférable de choisir nos protections hygiéniques les moins absorbantes possibles, car plus elles sont absorbantes, plus elles contiennent potentiellement de composants toxiques. Ensuite, nous attirons votre attention sur les personnes souffrant de règles douloureuses. Sachez que les règles anormalement douloureuses et irrégulières peuvent être les symptômes d'une maladie qui touche une femme sur 7 et qui s'appelle l'endométriose. C'est une maladie gynécologique causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Il est donc important de ne pas sous-estimer nos douleurs pendant les règles. Allons plus loin. Nous retrouvons en direct live duplex Robert Reporter sans frontières. Bonjour Robert. Bonjour Alice, ici Robert Reporter sans frontières. Aujourd'hui Robert, vous êtes en direct de la Zambie pour nous parler des congés menstruels. En effet Alice, ici en Zambie, les femmes disposent d'une journée de congé par mois. Il en est de même en Indonésie, ainsi qu'en Corée du Sud. Bien qu'ici, son statut soit ambigu. Et oui, les femmes qui s'abstiennent de le prendre bénéficient d'une prime de présence. Eh ben... Et donc pour la suite, nous accueillons sur le plateau Robert, l'expert des superstitions du monde. Bonjour Robert. Bonjour Alice. Alors aujourd'hui, Robert, cuisine et règles ne font pas bon ménage. Oui, tout à fait Alice. En Inde, par exemple, les femmes réglées ne peuvent pas entrer dans la cuisine ou cuisiner pour quelqu'un d'autre, sous risque de contaminer les aliments. Évidemment. En Argentine, ne tentez pas de faire votre crème fouettée si vous avez vos règles, vous n'y arriverez pas. C'est logique. En France, tenter de faire une mayonnaise en période de menstrue la fera tourner. J'avais déjà entendu celle-ci. Ça ne m'étonne pas. Au Japon, la coutume dit qu'à cause de leurs règles, les femmes ne peuvent pas devenir maître sushi. Eh bien, merci Robert l'expert pour cette chronique très intéressante. Plus sérieusement, certaines traditions perdurent encore en 2020 et continuent d'opprimer les femmes partout dans le monde. Au Népal, par exemple, la tradition du chopadi, bien qu'illégale depuis 2005, existe encore aujourd'hui. Cette tradition interdit aux femmes hindoues la pratique de nombreuses activités quotidiennes durant leur menstruation, pendant lesquelles elles sont considérées comme impures. Les femmes sont isolées dans un abri précaire, hors de la maison, et ont interdiction de toucher hommes, enfants, bétail, arbres et points d'eau habituels. Point suivant. Nous allons à présent
Nous allons à présent nous intéresser aux conditions des femmes incarcérées. Nous sommes en direct avec Nancy Mbaye, fondatrice de l'association Tampons pour toutes les femmes. Bonjour Nancy, comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Je pense que c'est une histoire vécue. À mes 13 ans, j'ai parlé à une détenue et elle ne m'a jamais répondu. Je lui ai posé une question à savoir comment elles font quand elles sont en période. Et elle ne m'a jamais répondu, donc je me suis dit qu'il y a un vrai problème. Comme le suggère le nom de votre association, est-ce que vous distribuez des tampons ? Je ne donne pas des tampons, je donne des serviettes hygiéniques dans le milieu carcéral. Ça me donné l'idée aussi de créer aider les femmes à fabriquer elles-mêmes des serviettes hygiéniques lavables, pour l'écolo en plus. Merci Nancy pour cette interview. Pour finir, nous venons d'apprendre que le Parlement écossais vient d'adopter en première lecture une loi qui instaure la distribution, à qui le demande, des serviettes hygiéniques et des tampons sans avoir rien à débourser. Il prévoit la distribution des protections périodiques dans des lieux dédiés et accessibles, tels que des centres communautaires, des centres de jeunesse et des pharmacies. Eh bien, vivement que ça arrive chez nous. Il y a de la précarité en général. Ça, on peut y faire quelque chose, mais c'est plus dur. Mais la précarité menstruelle, il ne devrait pas y avoir, ça devrait être gratuit, je pense. Que tout le monde paye un impôt dessus pour que ce soit gratuit. Comme ça, tout le monde participe. J'en ai discuté un peu avec ma mère, justement. Ça ne lui est jamais venu à l'esprit de penser que ce soit équitable et que les hommes participent aussi. Et parce qu'elle est en blanche européenne, hétéro, elle n'a jamais eu de problème. Donc ouais, on est bien lotis, je pense, par rapport à l'Inde ou même les femmes qui sont à la rue. Je me suis retrouvée moi-même dans des situations de précarisation assez dures à ce niveau-là. Donc il y a eu des fois où je suis passée par le papier toilette, par les solutions pas chères, alternatives. Et quand tu es au collège, c'est pareil. Parce que des fois, tu connais pas bien encore ton flux, puis ça dépend aussi des jours, ça dépend des mois, de la fille. Puis des fois où tu prévois autant, et puis c'est pas suffisant, et puis tu pars chez toi avec ton petit sweat autour de la taille, parce que t'as pas envie de montrer ta grosse tache sur ton pantalon. Au niveau de l'école, c'était ça. Et puis les garçons, évidemment, ça les faisait marrer. Quand on parle de précarité menstruelle, on pense en tout cas aux personnes qui sont en extrême précarité, SDF, migrantes, etc. Faut savoir qu'un mois n'est pas l'autre, même pour une personne qui a un appartement, qui a un travail, etc. On peut avoir d'un coup un mois où on a des factures qui tombent. Et moi, en tant que travailleuse, je me suis déjà retrouvée à un mois à être vraiment dans la mouise, quoi. Et que Bruxelles est passé par là. Véro m'a donné une trousse qui m'a dépannée alors que j'avais un travail, un salaire, un appartement, mais j'étais un peu trop dans la mouise pour dépenser de l'argent là-dessus, quoi. Alors je crois qu'il y a plusieurs définitions de la précarité menstruelle et je pense que pas chaque personne a la sienne, mais en tout cas la nôtre, en tout cas à Bruxelles, c'est à partir du moment où tu dois choisir entre quelque chose qui est absolument nécessaire, voire vital, et un paquet de serviettes hygiéniques, pour moi c'est de la précarité menstruelle. Genre par exemple parfois il faut choisir entre manger ou saigner. Et donc le tabou n'est pas vraiment là parce que c'est une femme qui distribue les serviettes hygiéniques, parce qu'elle les distribue gratuitement à des femmes qui en ont besoin. Je ne sais pas si c'est un tabou, mais en tout cas, il y avait un mal-être, parce que parfois c'était un homme qui était à la distribution des serviettes hygiéniques, ou alors les distributions se faisaient entourées d'hommes et de femmes, et il n'y avait pas vraiment un petit coin qui était prévu pour ça, avec un peu de dignité ou d'intimité, en tout cas pour recevoir ces serviettes hygiéniques. Il y a une décision politique qui doit se faire à ce niveau-là, et il y a aussi une conscientisation de tout un chacun, peut-être pas sur la gratuité, mais en tout cas sur la facilité à l'accès des serviettes hygiéniques. Il y a une question effectivement de gratuité, que tout le monde y ait accès,
Mais il y a la façon aussi de comment s'y prendre. Si c'est gratuit, personne ne doit aller trouver quelqu'un d'autre pour avoir des jetons, pour avoir un ticket, pour avoir ceci. L'idéal, ce serait que toute personne menstruée puisse avoir accès à des serviettes menstruelles de façon pas infantilisante. Salut les lavables! Eh, coucou les chimiques. Comment ça, chimique? Je te signale que je suis surveillée par Ocotex, moi. Ils nous demandent une qualité sanitaire et écologique des textiles. Oui, enfin, vu tous les produits toxiques avec lesquels t'es blanchi, vaut mieux mon silicone chirurgical, hein. Pour moi, vous êtes tous les deux dans le même sac. À cause de vous deux, on peut choper le syndrome du choc toxique, je vous rappelle. Mais t'es qui, toi? T'es aussi toxique que tampon, hein. De toute façon, on sait même pas avec quoi vous êtes fait, vous. Ouais, peut-être, mais nous au moins, on coûte pas 20 balles pièce. Temporise tes propos. Nous, tu sais, on nous lave et on nous réutilise. Et c'est bien meilleur pour l'environnement. Garde ton sang-froid, ouais, je vais appeler mes frères, on est 22 dans la boîte, qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, la coupe est pleine. C'est clair qu'on n'est pas parfait, mais tu sais, nous, on sera un peu plus accessible que vous. T'as pensé aux gens dans la rue? Bah, je sais que c'est pas encore le cas, mais dans quelques années, on espère régler le problème et être vendu dans les grandes surfaces. Mais quelle sensu celle-là? C'est notre secteur, la grande distribution. Ouais, enfin, toi, tes principes, ils tiennent qu'à un fil, hein. Tu sais quoi? Je me tire, vous m'avez gonflé. T'as raison, tampon, moi aussi je m'arrache, ras la cup de vous, là. Oh, ils sont culottés quand même. Mais je pense que déjà à l'école en sciences on devrait apprendre ça. Enfin, c'est dans le corps humain, il y a plein de cours sur le corps humain et c'est quelque chose qui fait partie du corps humain. C'est quelque chose qu'on devrait parler avec tout le monde, pas juste les filles parce que sont le plus concernés, mais avec les hommes aussi parce qu'ils sont concernés au final aussi. Je parlerai aussi aux garçons pour qu'ils sachent ce que c'est que les règles, pourquoi la femme a ses règles et que ils ne doivent pas avoir une attitude particulière par rapport à ça. Chez moi, je ne pense pas qu'on parlait aux garçons des règles, non, je ne pense pas. Ni la mère, ni le père. Il faudrait vraiment expliquer à tout enfant que c'est normal, c'est naturel, et ne pas stigmatiser en tout cas un autre genre dû à ça, quoi. Et surtout, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Éduquer les petits garçons dès le plus jeune âge, justement, à déconstruire tous les mythes qu'on met en place, du style l'odeur, le fait qu'on en puisse être casse-pied ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, éduquer d'un point de vue physique, en fait, vraiment biologique. Je pense qu'on ne prépare pas assez les jeunes filles à ça, puisqu'il y a certaines familles où c'est très tabou, où on n'en parle pas. Et je pense que l'école se repose un peu trop sur... elle verra ça avec ses parents, alors que c'est pas toujours le cas. Donc l'école, c'est pas que fait pour apprendre des règles de sciences, de maths, de français. Je pense qu'on peut aussi apprendre les règles. C'était nul comme blague. Blood power, wesh.